l'histoire est rappelée, mais il y a des choses que nous ne devons jamais oublier. En avril 1994, le Rwanda est entré dans une période sombre inoubliable de son histoire. En seulement 100 jours, plus d'1 million de personnes ont été tuées à cause de leur naissance. Ce n'est pas une histoire ordinaire, c'est une histoire importante qui doit être rappelée, expliquée et étudiée. Le génocide contre les Tutsis n'est pas seulement une partie de l'histoire, c'est une leçon importante pour le monde entier qui rappelle où la haine et la discrimination peuvent mener une personne. C'est une histoire vraie, une histoire difficile à comprendre, mais qui doit être racontée. C'est une histoire qui montre comment la haine s'est construite petit à petit jusqu'à devenir un génocide. Une histoire qui montre la souffrance, mais aussi le courage, la résilience et l'espoir de renaître. Dans ces récits de la série, nous allons revenir en arrière pour voir comment cela a commencé, comment cela a atteint son paroxysme et les leçons que le monde entier peut tirer du génocide contre les Tutsis en 1994. Ce souvenir n'est pas seulement pensé au passé, mais c'est aussi une responsabilité de protéger l'avenir. Souvenons-nous en nous reconstruisant. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons encore la bienvenue sur votre chaîne Rwanda 360. Et nous sommes encore dans la période de commémoration, les 100 jours de commémoration où nous nous souvenons du génocide perpétré contre les Tutsis. Nous sommes 32 ans après, mais nous nous souvenons encore et nous rendons hommage aux victimes, aux nôtres qui ont été injustement massacrés. Et c'est dans ce cadre que nous continuons avec nos émissions pédagogique pour essayer de comprendre, pour apprendre l'histoire, comprendre qu'est-ce que c'est un génocide, on entend souvent parler des 10 étapes du génocide, mais aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous voulons justement être pédagogiques et commencer par savoir qu'est-ce que c'est qu'un génocide, pourquoi tel crime, tel massacre, on décide de l'appeler génocide, quels sont les mécanismes, qu'est-ce qui conduit à cette appellation. Et pour cela, nous sommes donc avec Mugisha. Et Mugisha, nous te souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup. Nous te remercions pour ce temps que tu prends pour aussi nous expliquer, après les recherches que tu as faites. Exactement, toujours des recherches avant. Mais Mugisha, justement, la question, d'ailleurs l'intitulé déjà, qui a été aussi validé et approuvé par les Nations Unies, qui est donc l'intitulé ou l'appellation officielle, c'est-à-dire génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Mais commençons de façon simple. Qu'est-ce que c'est qu'un génocide? Qu'est-ce que c'est que le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda? D'accord. Je vais commencer par ta deuxième question, à savoir qu'est-ce que c'est le génocide perpétré contre les Tutsis de 1994. Donc ça se passe en 1994. Il y a à l'époque un recensement de jusqu'à 1 million de personnes tuées au Rwanda en 100 jours, des Tutsis, parce que c'était eux qui étaient ciblés. Et c'était un chiffre vertigineux qui est difficile à comprendre. D'accord ? Et en fait, qu'est-ce qu'un génocide? Je vais te répondre en te citant les éléments qui caractérisent celui qui a eu lieu en 1994. Donc déjà, c'est une violence et qui se caractérise à ce moment-là, dans ce génocide, par la vitesse. Quelques semaines ont suffi pour produire une destruction massive d'1 million de personnes. Je précise qu'1 million de personnes, c'est un chiffre approximatif sur la base de ce qu'on a retrouvé. Donc on en parlera plus tard. Ensuite, il y a la diffusion, c'est-à-dire que ça ne s'est pas déroulé à un endroit donné, ça s'est passé sur tout le territoire. Et enfin, la proximité. La violence se déroule dans tous les lieux du quotidien. Donc on tue sur les collines, on tue dans les communes, on tue dans les écoles, on tue dans les églises, on tue dans la rue. Donc ça, c'est le point fondamental, c'est que les lieux ordinaires deviennent des lieux d'exécution. Et attention, donc là, c'est là qu'on rentre dans la définition du génocide, c'est que cette violence, elle n'est pas aléatoire. C'est-à-dire qu'elle cible une population, c'est les Tutsis. Ensuite, elle est répétée, elle est coordonnée à différents niveaux, notamment de l'institution étatique. Et donc, on n'est pas face à une sorte d'effondrement incontrôlé que certains voulaient faire assimiler à une guerre civile ou voilà. Non, on est face à une violence qui est structurée, qui était orientée, et c'est ce qui l'a rendu possible à grande échelle. Voilà. Donc,
la question qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est peut-être, et c'est ce qui va caractériser un génocide, c'est comment cette capacité a pu se réaliser, quoi. Voilà. Ensuite, pour revenir à ce que tu disais, je peux te dire ce que ça n'est pas. Voilà. Face à un événement d'une extrême violence comme celui-là, il existe une tentation, en tout cas ça a été fait par plein de personnes, surtout à l'époque, de simplifier. Donc on a parlé par le passé, et certains continuent de le faire, de haine ethnique, de violence tribale, de conflits anciens. Et en fait, le problème de ces explications, c'est qu'elles décident de faire un focus sur des petits événements et elles le généralisent. D'accord ? Elles ne reflètent pas la réalité. Elles ne reflètent pas du tout la réalité, effectivement. Et donc, elles sont trompeuses. Elles sont insuffisantes et elles sont trompeuses parce qu'elles suggèrent en fait que la violence, elle aurait été naturelle, que c'était presque inévitable, qu'il n'y avait rien à faire, que c'était inscrit dans les populations elles-mêmes. Donc, alors que le travail qui a été fait depuis, et déjà à l'époque, avant même qu'il ait lieu, quand il y a eu des personnes quand même qui ont alerté, c'est autre chose. Il y avait des catégorisations Hutu-Tutsi qui ont une histoire. Elles ont été transformées politiquement, notamment avant la colonisation, parce que ces catégories, ces mots n'ont pas été inventés, ils existaient déjà. Mais elles n'avaient pas la définition qu'elles avaient au moment où le génocide a eu lieu. Elles étaient plus flexibles. C'était plus lié à des logiques sociales, donc c'était un statut social lié à peut-être, lié à l'élevage, ok. Donc là, c'est en parlant spécifiquement donc de Hutu, Tutsi, toi. Tout à fait. Que par après, au moment de commettre le génocide, on avait institué ça ou classifié ça comme des ethnies. Exactement. Alors que là, en retournant dans l'histoire, comme tu dis, c'était plutôt des classes sociales. Exactement, c'était plus des logiques sociales. Dans les 10 étapes d'un génocide, je crois que la première étape, c'est la classification. On commence par classer. Donc c'est ça qui s'est passé aussi au Rwanda. Et historiquement, dans l'ordre, c'est ce qui s'est d'abord passé au Rwanda. Donc ça, c'est des choses qui montrent que ce qui s'est passé au Rwanda, c'était pas une violence ou un chaos ou un soulèvement. Exactement. Comme souvent il y a ce genre de clichés qui viennent, mais c'était vraiment un génocide. Tout à fait. Donc il y a une classification qui s'est faite à l'époque coloniale. Cette classification, ils ne sont pas contentés d'une classification. Classer, c'est une chose. Il y a eu une hiérarchisation aussi. Ensuite, il y a eu une administration des identités. Donc il y a eu une valeur administrative à tout cela. Ils ont légitimé ça au niveau institutionnel. Et donc, pour comprendre là-dessus, pour ceux qui peut-être ne maîtrisent pas très bien l'histoire, donc Hutu, Tutsi, toi, c'était pas des ethnies, c'était des classes sociales. Tout à fait. C'est ça ? Oui. C'est des classes sociales, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'était pas figé. On pouvait, et il y a des termes qui existent en Kinyarwanda, évoluer d'une classe sociale à une autre au cours de sa vie en fonction. Généralement, c'était. Je sais que le plus communément répandu, c'était qu'il fallait avoir un certain nombre de têtes de bétail pour être considéré, par exemple, Tutsi. Voilà. D'accord. Parce que dans la culture ou dans la tradition rwandaise, on comptait un peu la richesse par tête de bétail. Tout à fait. Ça symbolise, jusqu'à aujourd'hui, ça symbolise toujours un peu Tout à fait. la richesse. Et je me permets d'ailleurs d'aller un peu plus loin que ça, c'est qu'il y a des travaux qui aujourd'hui, si on refait les recherches, c'est un peu pointu, mais il y a des travaux qui expliquent qu'une société structurée avec de l'élevage, de l'agriculture et des chasseurs-cueilleurs, en fait, il n'y a pas besoin en nombre pour élever du bétail d'une quantité faramineuse de main-d'œuvre, alors que pour l'agriculture à l'époque, qui n'était pas mécanisée, il faut du monde. Donc, forcément, il était normal qu'il y ait une répartition de ces classes sociales en nombre, un peu en pyramide, avec les éleveurs qui étaient moins nombreux que les agriculteurs et encore moins de chasseurs-cueilleurs parce que plus beaucoup de monde ne vivait de manière nomade et dans les milieux un peu de forêt vierge. D'accord. Donc, c'était des classes sociales, donc c'était quelque chose qui n'était pas figé. Les gens pouvaient évoluer, comme tu as dit, mais sauf que maintenant, quand on arrive à l'étape de la classification, ça devient quelque chose de figé. Exactement. Ça veut dire que... Administrativement, effectivement, on donne une carte d'identité dans laquelle il y a l'ethnie qui est inscrite. Et ça, c'est par les colons.
Et c'est par l'administration belge, effectivement. Ouais, donc cette fois-ci, ça devient quelque chose de figé. On ne peut plus évoluer, comme on dit. On ne peut plus basculer, même pas on peut plus changer. À un instant T, elle devient figée même dans la descendance. C'est-à-dire que quand tu es fils de Tutsi, ça te suit. Ça devient héréditaire et effectivement immuable. Voilà. D'accord. Donc, il y a un processus historique. Donc, il faut remonter, comme on l'a dit, quelques décennies en arrière, avant 1994. Et dans la société rwandaise, il y a la rigidification des années 30. Donc, sous l'administration belge, il y a une réorganisation des pouvoirs coutumiers, l'alliance étroite avec certaines élites et l'influence majeure de l'Église. Donc, en 1931, l'introduction de la carte d'identité ethnique qui a pour conséquence majeure que les identités deviennent fixes, administratives et transmissibles. Donc, on passe d'une identité sociale évolutive à des catégories rigides et bureaucratiques. Donc, ça, c'est la première phase. Vient ensuite la phase de politisation des identités. Ça, c'est dans les années 50, à l'approche de l'indépendance. Donc, il y a une montée de revendications politiques, un repositionnement des acteurs politiques à l'époque, voilà, et une implication de l'Église et de réseaux extérieurs, notamment celui du colon, dans l'approche de l'indépendance du Rwanda à l'époque. Et du coup, le moment clé aussi dans les années 50, c'est 1957, le manifeste des Bahutu. D'accord ? Les Tutsis ils sont présentés comme une race étrangère, qui ne sont pas du tout légitimes localement. Et la question sociale devient une question complètement politique identitaire. Donc ça, c'est aussi un basculement important, parce qu'en fait, cette catégorie de personnes devient un problème politique. Tu vois, comme on pourrait parler en France de la sécurité, en fait, les Tutsis deviennent un problème politique pour la population. La troisième phase, maintenant, c'est la violence, les pogroms, en fait, entre 1959 et 1973. Donc, il y a déjà 1959, la Toussaint rwandaise, il y a un massacre de à peu près 20 000 Tutsis, la destruction de leurs logements et l'exode massif vers les pays voisins. Et ensuite, ces violences sont répétées dans les années 60. En 63, il y a un massacre de grande ampleur où il y a des dizaines de milliers de Tutsis qui sont tués et une fuite d'une plus de centaines de milliers de Tutsis. Et donc ça, c'est un moment important parce que ça crée une diaspora contrainte. Ce n'est pas une diaspora comme on voit là de gens qui exodent par leur volonté, ils sont contraints de fuir. Et l'installation d'une mémoire de violence, d'accord, qui en fait vient casser le tissu social. Voilà, il y a une rupture qui se crée entre les gens de manière définitive à partir de ce moment-là. Quatrième phase, c'est aussi l'institutionnalisation de l'exclusion, la discrimination. Donc avec le régime Habyarimana, il y a les quotas ethniques qui sont intégrés, l'exclusion dans l'éducation, dans l'administration et le refus des retours des réfugiés qui voulaient rentrer chez eux, qui avaient fui à un moment où il y avait l'insécurité pour eux, où la vie n'était pas... et qui voulaient maintenant rentrer chez eux. Et donc, ça n'a pas été possible. Donc là, ce qu'on voit, c'est que la discrimination elle devient structurelle et elle est intégrée dans le fonctionnement de l'État. Donc, étatique, quoi. Voilà, exactement. Et même donc, le refus des retours des réfugiés, il y avait cette expression qui disait toujours le pays est rempli. C'est comme un verre presque rempli. Exactement. Pour donner l'excuse de ne pas revenir. Donc ça devient étatique, cette discrimination. Donc tu vois qu'on est passé d'une catégorie figée, comme tu disais, et maintenant on passe, cette catégorie en question, elle était figée, elle est désignée comme différente. Ensuite, on dit que c'est un problème. Après, on dit qu'elle est menaçante. Donc, après, elle est exclue. Voilà, c'est vraiment un mécanisme là. Et à la fin, elle devient la cible des violences de manière tout à fait limpide. Donc, le génocide, à ce moment-là, devient pensable et dans un groupe, quand un groupe n'est pas perçu comme appartenant pleinement à la société. Donc voilà. là on comprend avec cette présentation, cette évolution des étapes que tu nous fais, on comprend facilement comment aussi on arrive à manipuler la population, on va dire, pour leur faire comprendre. Donc ça part d'une classification, petit à petit on commence à dépeindre... Classification, hiérarchisation, on commence à désigner comme étrangers, donc envahisseurs, différents, et puis responsables de tous les maux, etc. Exactement. Donc on comprend facilement que la logique, l'étape d'après, c'est pour dire maintenant,
puisqu'ils sont la racine de tous nos maux et qu'en plus ils sont différents, ils sont étrangers, etc., et ben en fait, la solution, c'est nous en débarrasser. Donc, voilà, c'est ce qui amène... On comprend petit à petit donc, ce qui amène à un génocide. Quoi. Oui. Donc pour ceux qui, en tout cas, ne connaissaient pas le sujet en profondeur, on essaie de vous montrer comment on aboutit. Hein. Et du coup, tout ça pour vous dire que 94, ce n'est pas le jour où ça a commencé. Oui, c'est pas quelque chose... Quand on entend souvent que des gens qui disent que ce qui s'est passé au Rwanda en 94, c'était juste une réaction des gens parce que le président Habyarimana était mort. Et là, on comprend que non, c'est plutôt quelque chose qui a fait son bout de chemin, malheureusement, et qui a abouti à ce qu'on a vu en 94, même si auparavant, il y avait d'autres massacres, d'autres... Et qui étaient au final intentionnels, en fait. Voilà, c'est ça. Mais c'est-à-dire que ce qui s'est passé en 94 n'était pas juste une réaction à la mort du président Habyarimana. Tout à fait, c'est même tout le contraire. Et en fait, là, on a parlé de la période politique de Habyarimana. Et là, à partir de 90, il est au pouvoir encore. Il y a quelque chose qui change encore. Et même si ça existait déjà. Donc, il y avait déjà la catégorisation, les discriminations, l'exil et le refus de faire revenir les personnes exilées et des tensions politiques qui deviennent des crises ouvertes. Donc, en octobre 1990, il y a l'entrée en guerre. Donc, le 1er octobre 1990, il y a une offensive du FPR depuis l'Ouganda qui est menée. Le FPR, le Front patriotique rwandais, est composé en grande partie des descendants des réfugiés Tutsis qui avaient été exclus du Rwanda depuis les années 60. Donc ceux-là à qui on reniait ou on refusait le retour. Exactement. Exactement. Qui avaient été chassés de chez eux, qui voulaient rentrer, mais à qui on refusait l'appartenance au territoire rwandais. Et donc, ce que ça veut dire quoi? C'était non seulement on refusait le retour, mais on justifiait le refus du retour par la non-appartenance. C'est ça. D'accord. C'est ça. On disait que depuis la nuit des temps que les Tutsis n'étaient pas de là, donc bon, ils n'avaient rien à rentrer. Il n'y avait pas de raison qu'ils rentrent. Donc qu'est-ce qu'on constate? C'est que le FPR, en fait, ce n'est pas seulement une guerre militaire. Elle est liée à une question non résolue, c'est celle du retour des réfugiés. C'est ça le point de départ. Quelle va être la réaction du pouvoir? C'est qu'eux, ils vont jouer la carte de la sécurisation et ils vont désigner dès les premiers jours l'ennemi. Donc, il y a une intervention militaire étrangère qui se fait, notamment de l'armée française. C'est l'opération Norois, si je ne m'abuse. Et le discours politique à l'époque du pouvoir, c'était de dire qu'ils avaient une attaque ennemie et qu'ils étaient en état de siège. Et en fait, ce qui se passe derrière, dès le lendemain, c'est des arrestations massives. Il y a environ 10 000 Tutsis et opposants Hutus qui ont été arrêtés le même mois d'octobre 1990. Et c'est un moment fondamental parce que donc du coup... C'est ce qu'on appelait Ibditso, donc exactement. En français on peut dire les complices. Enfin, les complices, voilà, exact, l'ennemi de l'intérieur. Voilà, exactement. Oui, l'ennemi de l'intérieur. Parce voilà. que complice, ça peut paraître léger. C'est ça. L'ennemi de l'intérieur. Non, c'est vraiment l'ennemi de l'intérieur. Donc la catégorie de Tutsi est associée à une menace intérieure et territoriale. Donc qui est après l'attaque du FPR, le 1er octobre 90, on a désigné maintenant des gens qui étaient dans le pays, qui n'avaient pas pris part à exactement, qui n'étaient liés de rien. Ennemis de l'intérieur, et donc on les arrête. Alors déjà qu'ils étaient discriminés, c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit par le passé, il y a des quotas qui sont mis en place dans l'éducation, pour travailler, etc. On ne leur donne pas autant de places, c'était pas sur le mérite. Voilà, on leur donne des nombres de places limités. Et bien maintenant, on passe de cette discrimination à une suspicion généralisée. Donc, les premières violences de masse, elles ont lieu entre 90 et 93, contrairement à l'idée répandue que la violence ne commence qu'en 94. Il y a quand même des massacres de civils Tutsis dans les régions de Bugesera, à Kivirira, je sais qu'il y a eu des massacres aussi. Il y a le déplacement de population, des centaines de milliers de personnes sont déplacées, la répression des opposants. Et donc ça montre que la violence ciblée était déjà en train d'être testée, pratiquée et voire normalisée pour l'ensemble du pays. Et donc il y a une structuration. C'est là que souvent on parle de tests de génocide. Oui. Donc on dit bon, c'est une expression malheureuse parce que ça reste un génocide. Parce qu'on a ces gens-là quand on parle de tests de génocide, ces personnes qui ont été tuées, ils ont été tués ou ils ont été massacrés parce qu'ils étaient Tutsis. Donc c'est un génocide qui a été commis contre eux.
Mais c'est-à-dire que le pouvoir en place ou les autorités ils étaient en train de faire un test. Ils étaient en train de tester localement avant d'étendre ça à plus grande échelle. Exactement. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, ils structurent ce dispositif entre 91 et 93, justement. Et là, il y a la fameuse création de la milice Interahamwe en 1992, qui est une organisation paramilitaire qui était liée au parti présidentiel. Il y a aussi une militarisation de la société où on distribue des armes, d'accord, quand même pour se protéger en gros de l'ennemi de l'intérieur. On forme les gens à l'usage de ces armes. Il y a des discours de défense civile qui sont montés, une propagande structurée, notamment dans la presse extrémiste, dont le journal Kangura. Il y a les 10 commandements du Hutu qui sont édités, d'accord, et diffusés au maximum, avec une désignation explicite de l'ennemi, qui est donc le Tutsi. Il y a des discours publics radicaux qui font appel à la violence, notamment le discours en 1992 de Léon Mugesera, où il fait un appel explicite à éliminer tous les Tutsis. D'accord ? Donc on franchit un seuil. La violence n'est pas seulement pratiquée, elle est, comme on a dit, on a parlé des tests, elle est pensée, formulée et légitimée publiquement. D'accord ? Par des figures, par des figures politiques et d'autorité. Et en plus de ça... En parlant du discours de Léon Mugesera, pour ceux qui ne le connaissent pas, il désignait aussi les Tutsis comme des étrangers qui viennent il parle de l'Abyssinie, mais je pense que c'est ça, vers l'Éthiopie comme ça. Et il dit qu'il faut donc les renvoyer par le fleuve. Par Nyabarongo, voilà. C'est ça, par le fleuve, par les cours d'eau qui vont jusqu'en Égypte. Donc c'est un appel au meurtre, c'est un appel au massacre. De masse en plus. Oui, parce qu'on désigne une catégorie de la population. Exactement. Qu'on désigne comme un ennemi. Donc en fait, ça suit toujours le processus là, de classification. Exactement. Et tout ça. Ce glissement progressif vers, du coup, le droit de tuer, en fait. Et puis après, là, on vient de donner des éléments d'idéologie. Mais à côté de ça, il faut pouvoir l'exécuter. Donc il y a une accumulation matérielle et politique, donc des achats massifs d'armes. De 92 à 93, ils achètent des armes à des pays extérieurs. Ils entraînent des forces. Ils demandent d'ailleurs à des forces étrangères de venir les entraîner. Et il y a les blocages progressifs aussi, parce que sur le plan politique, en fait, il y avait des accords qui étaient en discussion. Et en fait, le pouvoir en place commence à bloquer les accords d'Arusha qui étaient en discussion depuis un petit moment. D'accord ? Et surtout en 1993, donc pour vous dire que ce génocide n'a pas commencé en 1994, en 1993, il y a une commission internationale qui parle déjà de risques de pratiques de type génocidaire. Le terme est déjà partagé au niveau international. D'accord ? 93. En 1993, tout à fait. Donc à ce stade, on peut redire quoi ? Que l'ennemi est désigné. La population, elle est préparée. Les milices sont organisées et l'appareil d'État est mobilisable. Les armes sont disponibles et l'idéologie est diffusée autant que possible. Voilà. Donc, le génocide à ce moment-là n'a pas encore eu lieu, mais toutes les conditions sont déjà là pour qu'il se déroule. Voilà. Et c'est vrai qu'il y avait des rapports ou des journalistes, donc différentes personnalités en communauté internationale qui commençaient justement à alerter que ce qui se prépare au Rwanda, si rien n'est fait, c'est un génocide. Tout à fait. Donc les signaux étaient là. Ils étaient là, ce qui vient en fait annuler la thèse selon laquelle c'est du coup le point suivant, le déclenchement, à savoir le fait que le 6 avril 1994, l'avion du président Habyarimana est abattu à Kigali. C'est un choc effectivement politique majeur, c'est quand même un chef de l'État qui meurt assassiné, mais ce n'est pas ce qui est décisif pour le déroulement du génocide. Voilà. C'est un élément utilisé, mais utilisé suite à toute une préparation de longue date. Eh bien, de toute façon, les faits le disent, en tout cas, tendent vers là. C'est-à-dire que de manière immédiate, et suivi de quoi ? Il y a une réaction immédiate et coordonnée, parce que dans les heures qui suivent le fait que l'avion était abattu, il y a l'élimination des figures politiques modérées, notamment la première ministre qui était supposée prendre le pouvoir ensuite, la prise de contrôle des institutions clés. Alors, je précise, la première ministre est tuée avec les 10 casques bleus qui étaient supposés la protéger. Les casques bleus voilà. belges. Les casques bleus belges, tout à fait. Il y a une prise de contrôle des institutions clés. Il y a la constitution d'un gouvernement intérimaire qui, d'ailleurs, pour ceux qui feront leurs recherches, découvriront
de manière étonnante où est-ce que ce gouvernement d'intérim a été décidé, le lieu, la mise en place de barrages directement, et la rapidité avec laquelle cette information a circulé et les ordres ont été donnés, elle signifie quoi? C'est-à-dire que les chaînes de commandement opérationnelles et les acteurs étaient déjà positionnés. Le plan était prêt à être exécuté. D'accord? C'est vrai que, comme tu as dit tout à l'heure, chacun peut aller faire ses recherches, mais il y a ces faits-là que tu viens d'énumérer en quelques secondes qui montrent quand même qu'il y avait toute une préparation, parce que dans les accords d'Arusha, en cas d'absence ou de manquement, ou alors le président n'est plus là, c'est la première ministre qui devrait prendre le relais. Tout à fait. Or, elle était opposée à ce qui se préparait, à cette idéologie génocidaire, à ces discriminations. Elle voulait même le retour des réfugiés. Elle voulait l'application des accords d'Arusha. Or, les accords d'Arusha parlaient bien que c'est même pas elle qui devait être première ministre. C'est Faustin Twagiramungu. Tout à fait. Et pourtant, elle était favorable à tout ça. Donc, si après la mort du président Habyarimana, on l'avait laissé en vie, c'est elle qui prenait le relais et tout s'arrêtait. Tout à fait. Donc, il fallait l'éliminer tout de suite. Tout ça montre que c'était préparé. Exactement. Exactement. Donc il fallait vraiment exécuter rapidement dans les premières heures ce qu'on avait préparé. Ce qu'on avait préparé, et en plus, donc comme je le dis, il ne s'est pas passé quelques heures dans la nuit même du 6 avril. Les violences commencent quasiment instantanément, et puis l'extension est rapide aux provinces. Donc il y a un ciblage systématique des Tutsis, l'élimination des opposants éventuels, et donc, ce qu'on peut dire, c'est que si c'était une surprise, il y aurait une montée progressive des violences. Donc, au fur et à mesure que l'information se diffuse. Là, il y a une mise en mouvement rapide et massive, et il y a le rôle des infrastructures existantes qui... donc, les éléments qui ont été construits, comme on l'a dit, entre 90 et 93 sont activés. On en a parlé, on a parlé des milices, on a parlé des réseaux locaux, on a parlé des armes qui étaient prêtes, on a parlé de la propagande, et des structures administratives qui avaient des listes, n'est-ce pas? Donc le système devient opérationnel, et là on peut un peu discuter du rôle, du contexte international dans la foulée. C'est que dans les jours qui suivent, il y a l'évacuation des expatriés qui est organisée avec l'opération Amaris. Il y a une réduction drastique de la Minuar. La Minuar, c'était les forces de la paix qui étaient au nombre d'environ 2500 personnes, et qui, dans les jours qui suivent le début du génocide, dans les jours, on ne parle pas de semaines, ils sont diminués quasiment à 10% de ce qu'ils étaient, à 270 hommes à peu près. Donc c'est le général Dallaire, si je ne dis pas de bêtises, voilà, canadien. Donc, qui avait alerté aussi bien avant que tout cela arrive, parce qu'il avait eu des informations sur les caches d'armes, etc. Mais malgré ces alertes, on n'en a pas tenu compte. Et au contraire, on va même jusqu'à réduire... ses forces, quoi. Exactement, c'est contre-intuitif, sachant que lui demandait effectivement qu'il puisse avoir le droit de défendre, en fait. Et donc, parce que le mandat interdisait, donc même s'ils étaient équipés, mais le mandat qu'ils avaient des Nations Unies leur interdisait de prendre la défense, même en face des gens qui étaient en train de... Exactement. Donc tant qu'on ne les attaquait pas, eux, ils ne réagissaient pas. Exactement, il y a eu énormément de massacres devant leurs yeux. Il y a eu beaucoup de leurs hommes qui ont été traumatisés parce qu'ils ne pouvaient rien faire, et il y avait de la provocation de la part des milices locales qui consistaient à tuer des gens devant leurs yeux, et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas riposter. Voilà. Donc ça produit un effet concret. Aucune force ne vient réellement freiner le processus, donc il y a une intensification et une extension du processus de massacre et donc du génocide dans les semaines qui suivent. Donc en quelques semaines, il y a une généralisation des massacres, une implication massive des relais locaux, on va en parler, un verrouillage du territoire déjà, et donc le génocide atteint son rythme maximal. Quand on dit souvent 1 million de personnes en 100 jours, on dit « Ah, ça fait une moyenne de 10 000, non mais tu te rends compte, etc. » Et sachant que pendant ces 100 jours, ça n'a pas tué au même rythme, c'est-à-dire que c'était qu'une moyenne. Voilà, je vous laisse imaginer combien de personnes, enfin voilà, pour ceux qui ont l'habitude d'aller dans des concerts, vous savez ce que représente un nombre de milliers de personnes, regardez-les, imaginez que ces gens-là partent chaque jour. Chaque voilà. jour. Donc, tout ça pour dire que le 6 avril ne crée pas le génocide. Il s'agit effectivement d'un moment d'activation d'un système qui était déjà en place. Et donc, voilà. Ce qu'on peut dire d'autre, c'est
c'est que l'organisation du génocide, il s'est fait sur différents niveaux. Une fois déclenché, il ne se déploie pas de manière désordonnée. C'est ça aussi l'une des choses qui viennent attester le fait que c'était un génocide préparé, qui datait d'avant 1994, c'est qu'il suit une logique précise. Il fonctionne avec un système à plusieurs niveaux. Donc il y a le niveau central, qui est l'orientation politique, les choix stratégiques, la destination de l'ennemi, la coordination générale. Niveau intermédiaire, il y a les préfets, les responsables administratifs, l'encadrement territorial qui intervient. Et au niveau local, c'est les bourgmestres, les chefs de cellules, les milices, et même des groupes de civils mobilisés qui voulaient être plus royalistes que le roi, pour se mettre en avant, qui tuent en masse. Donc le génocide ne repose pas seulement sur des autres d'en haut et que des gens en fait ont du mal, mais il y a aussi une implication, une traduction effective par les gens d'en bas, en fait, le commun, terrain, voilà, des civils. Qui sont proches de la population. Exactement. Et ça correspond aussi à une transformation de l'État, parce que les structures habituelles de l'administration, la police, l'organisation territoriale, sont utilisées pour quoi? Donc il y avait des listes, comme je l'ai dit, qui avaient été créées donc, pour identifier, mobiliser les forces, contrôler et éliminer les Tutsis. Donc voilà, c'est un détournement et non pas un effondrement de l'État. Un génocide ou une guerre civile, on dit l'État s'effondre, c'est le désordre. Non, là, on a pris les moyens de l'État, on les a détournés pour une fonction meurtrière. Et donc, elle se caractérise aussi par la coordination et la rapidité. Donc, il y a une diffusion rapide des consignes, synchronisation des actions et la continuité des violences incontinue. Il n'y a pas des jours où on prend la pause. Tous les jours, ça a tué. Avec une vitesse, une ampleur et une cohérence territoriale qui est sans égale dans l'histoire des génocides. D'accord? C'est ce qui explique la rapidité. Si l'État n'avait pas été impliqué, il n'y aurait pas eu un aussi grand impact. Tout à fait. Aujourd'hui, il est impossible pour le génocide de 1994 d'essayer de tirer une liste d'une série d'actes isolés. C'était un système. C'était un système. Et enfin, en fait, la proximité, c'était la clé de l'efficacité. D'accord? La proximité, c'est-à-dire que ceux qui ont commis les massacres, ceux qui ont commis le génocide, ce n'étaient pas des étrangers. Exactement. C'était des voisins, c'était des amis, c'était des collègues, c'était des gens proches. Exactement. Qui connaissaient ceux qu'ils allaient massacrer. Tout à fait. Et le lieu aussi, on ne tue pas à distance, on tue dans les villages, on tue dans la commune. Parfois, c'est des gens qu'on connaît, comme tu as dit. Et donc, tout ça, ça produit quel effet? Comme c'est des gens de ton quartier qui te tuent, il y a une identification immédiate. Il n'y a pas besoin de s'appuyer sur une liste ou de vérifier l'identification. Il y a la connaissance des personnes, repérage rapide, et donc impossibilité de se cacher durablement. C'est-à-dire que tu te caches, on te dit, mais il est où lui? C'est-à-dire que tel a disparu, mais lui, on ne l'a pas trouvé dans telle famille. Et tu ne peux pas, là où, comme il y avait des barrières, il y avait des barrières partout. Les barrages, oui. Sur les barrages, tu ne pouvais pas mentir, parce que ceux qui étaient là sur les barrages, ils te connaissaient, ils connaissaient ta famille. Tout à fait. Donc ils avaient étudié ensemble, ils avaient travaillé ensemble, donc ils connaissaient que non. Tes habitudes, où est-ce que tu pouvais potentiellement être si tu n'étais pas chez toi à cet instant T, etc., ou habiter les autres membres de ta famille. Donc il y a aussi une pression sociale, quand même, qu'il faut souligner. Donc une participation attendue, il fallait participer, de peur d'être aussi suspect si on refuse, et des surveillances mutuelles. Les gens se surveillaient quand même pour être sûr que quelque part tu avais fait le pacte du sang, il fallait avoir tué pour être sûr que tu étais un gars bon, quoi. Voilà. Il y a une disparition des refuges, donc tous les lieux publics sont contrôlés. Les lieux religieux sont attaqués. Les voisins sont parfois impliqués dans l'organisation des barrages, justement, dont on a parlé. Le résultat, c'est que l'espace social lui-même devient dangereux, d'accord? La violence, elle s'inscrit dans le quotidien. Il n'y a pas de séparation claire entre guerre et vie civile. Donc, il n'y a pas de front. C'est ça la différence là-dessus. On ne peut pas dire que c'était une guerre civile parce qu'il n'y avait pas de front. Quand tu dis une guerre, c'est que tu sais qu'il y a la ligne de front là-bas et puis tu as la zone de repli, etc. Là, c'était partout. D'accord? Donc, il n'y a pas de distance de protection. Et c'est ça qui rend le génocide donc plus rapide, diffus et difficile à fuir. Voire impossible, en fait, de fuir, à part certains rescapés. Donc, voilà, une fois que le génocide a été lancé, c'était quasiment impossible pour les victimes d'en réchapper. Et on va parler du coup plus spécifiquement des barrages, parce que le barrage, en fait, on en parle un peu sporadiquement, mais c'était en fait la pierre angulaire de ce génocide. Sans les barrages et les contrôles, il n'y avait pas de contrôle total. Donc c'est l'un des éléments les plus caractéristiques du génocide.
c'est qu'ils sont omniprésents. Toutes les routes principales, les chemins secondaires, les entrées des villages. Il avait une fonction apparente de contrôle des déplacements, mais sa fonction réelle était l'identification des personnes, le tri, l'arrestation, mais surtout l'exécution immédiate au bord de la route. Directement. Voilà, exactement, sauf certains éléments clés qu'on avait identifiés et qui avaient été... il y avait une instruction de les transférer pour d'autres raisons diverses et variées, notamment en faire des exemples publics. Donc le barrage, hein, pendant le génocide, il faut comprendre une chose, ça devient une représentation de l'institution du pouvoir. C'était vraiment là que tout se jouait. C'était pas à la mairie, c'était au barrage. Tu savais, en tant qu'être humain, si tu étais accepté ou refusé, et donc tué. Donc, il y avait un essai systémique, il y a un maillage territorial et un système de surveillance généralisé, et un verrouillage des déplacements. Résultat, la fuite était extrêmement difficile. La capture très facilitée, et surtout, c'était en continu, donc il n'y avait pas de perte en ligne. Bon, donc le territoire devient un espace contrôlé, on filtre les gens, et un espace où les victimes étaient piégées. Voilà. Donc, Moudisha, là tu viens de nous montrer justement comment ça se passait, comment cette machine s'est mise, donc a été préparée et comment elle a été mise en pratique jusqu'à barricader vraiment tout le territoire. Donc, le génocide n'est plus commis par les têtes pensantes là-bas en haut, mais il est descendu jusque vraiment aux plus basses échelles de la population, donc commis par la population. On arrive jusqu'au barrage, aux barrières, comme tu viens de le montrer, tout à fait. Où c'est impossible vraiment de fuir. On arrive au barrage, qui est tenu par des gens qui se connaissent, qui nous connaissent, on peut pas échapper, etc. Mais sortant un petit peu du Rwanda, pendant que ces choses se passaient, on a vu tout à l'heure que les casques bleus qui étaient là, ils avaient un mandat qui leur empêchait d'agir. Tant qu'ils n'étaient pas attaqués, tant qu'ils n'étaient pas touchés, ils ne pouvaient rien faire. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui se passait maintenant au niveau de la communauté internationale pendant que ces massacres se passaient, pendant que ces génocides avaient lieu, sachant qu'il y avait des journalistes reporters qui prenaient les images et qui envoyaient les images passer dans les 20 heures, dans les journaux. Le monde entier voyait. Tout à fait. Maintenant, les décideurs, ou alors ceux qui avaient donné mandat au casque bleu, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ce temps-là? Qu'est-ce qui se faisait à l'international? Qu'est-ce qui se passait à l'international? À l'international, c'est bien le problème, c'est qu'il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il y avait des forces de la Minuar qui étaient déployées depuis fin 93. Le mandat était limité, il devait juste maintenir la paix et pas d'intervention offensive. Et il dépendait des décisions, justement, des politiques internationales. Et malheureusement, qu'est-ce qui a été quand le génocide a commencé? Ils ont contribué juste à évacuer rapidement les ressortissants étrangers et à disparaître au 21 avril, ils ont quitté le territoire. Donc ce que ça a fait, c'est que la capacité d'intervention, elle a été drastiquement diminuée. Il n'y avait plus aucun effet dissuasif pour les autorités locales qui étaient en train de perpétrer le génocide, quoi. Et donc il y avait un écart majeur entre les faits du terrain et la réponse internationale qui était inexistante. Et voilà. Et le rôle des pays, par exemple, au Conseil de sécurité des Nations Unies, le Rwanda avait toujours une place. Donc l'État qui était en train de commettre le génocide avait toujours... et était en train de minimiser en fait ce qui se passait. Il participait au Conseil de sécurité. Tout à fait. Donc voilà, on ne peut pas demander au bourreau d'arrêter ce qu'il est en train d'organiser de manière volontaire. Et à ce moment-là, ce qui se décidait, c'était est-ce que c'est un génocide, c'est pas un génocide? C'est ça. Parce qu'il y avait des implications si on disait que c'est un génocide. Si on disait que c'était pas un génocide, il y avait moins d'implications. Exactement. D'accord. Donc il y avait vraiment... Le Rwanda a vraiment été livré à lui-même. Entre ce qui se passait sur le terrain au Rwanda et ce qui se passait à l'international, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit, même médiatiquement, il n'y a rien. Je pense que ce jour-là, on doit être en train de parler du décès d'Ayrton Senna ou de la Coupe du Monde. Enfin voilà les événements qui étaient aux infos, quoi. Et comment, maintenant, si on revient au Rwanda... Donc ça dure 100 jours. Ça dure 100 jours. Ça dure 100 jours et à l'été 1994, les massacres cessent avec la progression du FPR et la prise du contrôle du pays.
donc au 4 juillet 1994. Et ça, c'est la prise de Kigali qui marque, exactement. Qui marque exactement, effectivement. Et après, ça dure un certain temps pour que ça se diffuse dans toutes les provinces. En tout cas, le début, c'est la prise de Kigali, comme tu l'as dit, le 4 juillet. Mais c'est-à-dire que avant ce 4 juillet, au fur et à mesure que le FPR avançait, donc là où il prenait le contrôle, les massacres s'arrêtaient systématiquement. Exactement. Au fur et à mesure que l'armée... l'ex-armée rwandaise, ex-phare exactement, fuyait en fait la progression du FPR. Et donc ça marque la fin du régime génocidaire, il s'effondre, l'arrêt progressif des tueries forcément, et donc le pays se retrouve amputé d'1 million de personnes, quoi. Alors, cette fin, comme tu l'as dit, elle est militaire. Mais le génocide, malheureusement, ne s'arrête pas à cette prise militaire au niveau humain et social. Donc il y a quand même un choc massif, c'est-à-dire qu'en 100 jours, 1 million de personnes qui disparaissent, il y a des centaines de milliers de survivants qui sont traumatisés, des familles détruites, des enfants seuls. Ça crée une crise régionale immédiate parce que forcément les responsables ou complices de ces massacres fuient directement, ont peur pour leur vie contre les représailles. Donc il y a 2 millions de personnes qui fuient dans les pays voisins. Donc ça crée notamment, à l'époque c'était le Zaïre, des camps massifs et une crise humanitaire conséquente dans ces camps avec des épidémies, le choléra, etc. Et le plus gros problème, c'était que parmi les personnes qui avaient fui, il y avait des responsables des massacres parmi les réfugiés. Et donc, ça a contribué à la fuite de certains. Et qui sont partis avec leurs armes, tout leur matériel. Qui sont partis, qui n'ont jamais été désarmés. Ouais. Donc, reconstitution de structures armées à l'extérieur du Rwanda, à la frontière. Et donc, c'est pour mieux comprendre le schématisé, c'est-à-dire que cette machine génocidaire qui s'était mise en place au Rwanda, quand le FPR arrive à sécuriser le pays, cette machine n'a pas été détruite, elle n'a fait que se déplacer. Exactement. Donc, elle est toujours existante, mais elle est maintenant dans un autre endroit qui est juste à côté du Rwanda, quoi, juste de l'autre côté de la frontière, là-bas au Zaïre. Tout à fait. C'est une idéologie plus que... Voilà, c'est une idéologie, une organisation. Et donc, qu'est-ce que ça a eu pour conséquence? C'est qu'en fait, la société a été profondément désorganisée, les institutions mises à mal, le tissu social a été brisé et il y a eu une coexistence sur le territoire de survivants et d'anciens participants au massacre. Donc, effectivement, les massacres se sont arrêtés, mais les effets du génocide commencent à se faire voir à grande échelle. Comme quoi, par exemple? Eh bien, la cohabitation entre les bourreaux et les victimes. Et donc, du coup, il y a eu le premier grand travail, le premier grand chantier, ça va être la justice. Voilà. Ça, c'est l'après. C'est l'après, oui, tout à fait. Ouais. Même immédiatement, en fait, vu qu'ils étaient en face à face, comme je disais, au lendemain. Donc, il y a eu une nécessité tout de suite, immédiate et à grande échelle, de faire justice. Donc, et très rapidement, une question centrale est apparue, c'est comment juger. Parce que, vu la situation exceptionnelle, il y a un nombre extrêmement élevé de victimes, un nombre très élevé de personnes impliquées, et le système judiciaire, comme on vient de le dire, au niveau national, les institutions étaient affaiblies. Donc c'était un problème structurel. En justice classique, en fait, même dans son meilleur état, il n'aurait pas été dimensionné pour une telle situation. Voilà. Donc il y a une justice qui se crée à plusieurs niveaux. Il y a déjà la justice internationale, on va en parler. Donc c'est le TPIR en novembre 1994, dont l'objectif est de juger les principaux responsables et d'établir une qualification juridique. C'est ça son rôle. Il y avait la justice nationale rwandaise, donc les tribunaux rwandais, et avec une reprise progressive malgré les contraintes, et une justice locale, Gacaca, plus tard, qui traite d'un volume massif de cas et qui s'appuie sur les communautés. Donc, mais bon, il y a une tension inévitable, c'est que la justice doit établir des faits, juger des responsables, contribuer à la reconstruction, mais elle fait face à un manque de moyens, à la complexité des situations, à la limite des preuves et surtout le poids des traumatismes. Donc voilà, plus le crime est massif, en tout cas, plus la justice est nécessaire. Donc ça a été le premier travail qu'il a fallu faire. Et difficile aussi à... Exactement, avec les enjeux que... Donc,
Certains ont eu des critiques sur le fait qu'elle n'était pas parfaite, mais elle était adaptée à la situation. Ça, c'est certain. Ça, plus personne ne dit le contraire. Bon, une autre difficulté, c'est les niveaux de vérité. Parce que les vérités, il y a les vérités judiciaires, ce qui peut être prouvé. Il y avait les vérités vécues, c'est l'expérience des survivants. Et il y avait les vérités historiques. Donc ça, c'est le travail des chercheurs. Donc, souvent, ces vérités, elles se télescopent. Elles étaient toutes vraies, mais il y avait une lutte de temps en temps des vérités. Donc pour un survivant, il va dire, mais moi, c'est ce que j'ai vécu, peu importe ce que vous avez réussi à prouver ou pas avec les preuves matérielles, etc. Et puis la critique des chercheurs qui analysent tout ça un peu voilà. Et puis la difficulté aussi qui était là, c'est que, par exemple, si on parle de la communauté internationale, pour la justice, ça a été difficile parce que forcément, ils voulaient masquer leurs responsabilités ou le fait qu'ils avaient été à côté ils n'étaient pas associés à côté, oui, tout à fait. Donc ça met à mal la justice ou ça met en difficulté aussi le travail de la justice. Exactement. Exactement. Et après la justice, du coup, il y a eu quand même la mémoire et la reconstruction. Donc il a fallu dire, organiser, mais aussi arbitrer. Donc après la justice, c'est comment une société se souvient de ce qui vient de se passer. Voilà. Donc il faut renommer ce qui s'est passé, reconnaître les victimes, empêcher la négation et aussi transmettre aux générations suivantes. Et donc sans ce travail, en fait, le crime, il peut être minimisé, il peut être déformé ou nié. Donc c'est à ça que sert la mémoire. Elle est indispensable parce qu'elle protège la réalité du crime, mais elle n'est jamais neutre, car elle est toujours construite, elle est organisée, transmise, et elle passe par quoi? Des commémorations, des mémorials, des institutions, les discours publics, l'éducation. Ça, c'est ce qu'on voit que le Rwanda a fait après, que jusqu'à aujourd'hui, même nous, cette émission est dans le cadre des commémorations. Quoi, Exactement. Parce que les 10 étapes d'un génocide, comme on a parlé tout à l'heure, la dernière étape, c'est le déni, le négationnisme, voilà. etc. Exactement. Donc, comme pour toi, ce travail de mémoire, c'est justement pour lutter contre... Absolument, cette dernière étape. Et voilà, c'était le deuxième point après rendre justice. Il fallait s'assurer que la mémoire soit gardée, déjà parce qu'il ne fallait pas que ça se reproduise, tout simplement. Et puis, en fait, ce travail, quand même, c'est un enjeu, c'est un challenge, en fait, dans le temps. On le voit pour tous les génocides, parce que clarifier ou ordonner les informations pour faire la mémoire, il faut éviter, parce qu'il y a un besoin de clarté, mais il faut éviter le risque de réduire la complexité. Parce que comme on vient de le faire aujourd'hui, dans cette longue vidéo, le génocide, c'est complexe. Ce n'est pas un sujet qu'on peut résumer facilement. Ensuite, il faut unifier la diversité des vécus. Voilà, il y a différents rôles. Voilà, c'est la même face d'une même pièce. Il faut pouvoir les raconter tous. Donc c'est un récit collectif qui doit être nécessaire et pas des récits individuels qui viennent se collectionner, n'est-ce pas? Donc c'est un récit collectif, mais avec des expériences individuelles différentes. Ensuite, il faut protéger, mais il ne faut pas figer. C'est-à-dire protéger la vérité, c'est éviter qu'elle devienne rigide et intouchable, qu'on ne puisse plus la discuter. D'accord? Donc ensuite vient la phase de reconstruction. Ça, on peut dire la vérité, c'est la vérité. La vérité, c'est la vérité, mais... Ou comme on dit, les faits sont têtus. Exactement. C'est-à-dire qu'une vérité, mais ce qui se passe souvent, c'est qu'une vérité ne doit pas venir en nier une autre. Et parfois, elle vient de se télescoper. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de différents niveaux de vérité. Au niveau juridique, c'est une vérité, à un moment, la justice fait foi pour donner le jugement, mais ça ne vient pas annuler la réalité du vécu du survivant. Voilà, c'est ça que je voulais dire par là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que maintenant l'une d'entre elles vienne dire c'est moi et pas vous et je supprime les vôtres. Et c'est un enjeu. C'est pour ça que je parle de challenge. Donc après 1994, il y a eu les institutions qui ont été reconstruites, la stabilité politique qui a été progressivement mise en place, les politiques publiques aussi, mais ça ne voulait pas dire que la société, elle, était réparée, parce qu'il y a encore des traumatismes durables qui sont encore présents, qui sont encore en train d'être traités. Il y a une cohabitation complexe entre les bourreaux et les victimes, notamment suite aux libérations, une fois qu'ils avaient purgé leur peine, et des mémoires différentes des événements. Donc, l'État s'est construit relativement vite au Rwanda, mais la société met beaucoup plus de temps à se reconstruire, elle, en tant que tissu social. Voilà, donc ça, c'est une réalité de l'après. Et pour finir, il y a la notion de transmission. Donc, c'est comment transmettre, comprendre, sans enfermer.
comme on peut le voir dans dans la diaspora qui a fui et qui a des responsables parmi elles. Elle, ce qu'elle fait, c'est que sa génération, elle l'enferme dans des récits qui sont malheureusement pas la réalité. Leur empêche de rentrer au pays, se rendre compte de ce qui se passe vraiment, leur fait croire qu'ils sont pas en sécurité, etc. Donc, comment transmettre, si je pouvais leur passer le message, c'est que la plupart des générations aujourd'hui n'ont pas vécu les événements de 1994. Ils héritent d'un récit et elles doivent se positionner par rapport à ça. Se positionner, ça veut dire quoi? C'est je vais aller faire mes recherches, ou non, c'est loin de moi, ou ça ne me concerne pas. C'est ça, se positionner. Et elles ont ce choix, il faut qu'elles aient ce choix. C'est ça que je veux dire par là. Les récits sont là, c'est ce qu'on a dit. Donc il y a une histoire nationale, il y a des récits familiaux, et bien sûr, on en a parlé en plus lors des commémorations, il y a parfois des silences. Donc, transmettre un génocide, c'est un défi unique. Ça consiste à dire la vérité sans enfermer les gens dans les identités passées, parce qu'aujourd'hui, la notion de Tutsi ou Hutu n'existe plus. Elle est passée, mais il faut quand même l'expliquer. Souvent, les gens disent « Oui, pourquoi vous ne dites pas génocide rwandais, ça n'existe plus, ou Tutsi ?» Non, elles existaient, ils étaient ciblés, mais aujourd'hui, on doit raconter cette vérité qui a eu lieu par le passé sans enfermer les gens dans les identités passées. Il ne faut pas simplifier non plus, parce que comme on l'a fait aujourd'hui, vous avez vu, c'est très complexe. Et tout ça sans créer de nouvelles fractures. C'est-à-dire que les jeunes, il ne faut pas qu'ils héritent d'un récit qui après viennent les fragmenter sous prétexte que ça a eu lieu. Non, ce n'est pas l'objectif de la transmission. Donc il y a quand même ces risques qui existent. C'est la simplification, réduire les récits de manière trop linéaire et perdre la complexité et l'essence qu'il y a dans ces événements, figer, enfermer les identités dans le passé, et la distance, transformer le génocide en un événement abstrait, loin de nous. Voilà. Parfait. Mugisha, je pense qu'on reviendra dans une autre émission un peu plus longuement sur l'après. Parce que justement, on comprend qu'après la fin des massacres, après la fin du génocide, le pouvoir en place, les nouvelles autorités, avaient un défi. Tout à fait. Ils héritent d'un pays avec une administration inexistante, avec une population traumatisée, qui n'a plus confiance dans le voisin, dans le camarade après le vécu. Et pourtant, il faut que ce pays continue à vivre. Il faut que les gens continuent à vivre. Il faut que le pays se relève, il faut qu'il se reconstruise. Il y a la justice qui doit se mettre en place. Donc, en fait, tout est défi. Tout à fait. Tout est défi. Il y a la sécurité, parce qu'aussi, on parlera dans l'après, il y a donc cet appareil génocidaire qui s'est juste déplacé et qui est de l'autre côté de la frontière, elle continue à mener des attaques. Tout à fait. Donc, on parlera de tout ça dans une autre émission. Exactement. Sur l'après. Et l'aujourd'hui. Et voilà, l'après vient jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, oui, tout à fait. Pour voir ce travail. Donc, merci beaucoup pour ce moment qui était nécessaire. Donc, même si ça a pris du temps, mais c'était vraiment nécessaire parce qu'il faut comprendre tout ce cheminement et surtout répondre à cette question ou à ce cliché qui vient pour dire que le génocide commis contre les Tutsis en 1994 n'était qu'une réaction parce que les gens étaient fâchés, parce que l'avion du président était abattu. Non, c'était quelque chose qui était préparé de longue date et qui a abouti, qui a été mis en pratique donc à partir d'avril 1994. Tout à fait. Merci beaucoup, Mugisha. Merci beaucoup, Yvan, de m'avoir reçu. Et voilà, j'espère que ça vous a permis de structurer votre compréhension sur le sujet, donner des outils de lecture. Et les commentaires aussi sont ouverts pour que, les gens nous éclairent aussi sur ce qu'ils veulent savoir encore un peu plus. Peut-être si on est passé sur quelque chose rapidement et que vous voulez qu'on approfondisse là-dessus, les commentaires sont là pour ça. Éclairez-nous et donnez-nous aussi, s'il y a d'autres choses que vous voulez aussi savoir, surtout sur l'après, etc., nous sommes à votre service. Nous nous retrouvons sur la chaîne Rwanda 360 pour d'autres émissions. Nous continuons à nous souvenir et à rendre hommage aux nôtres.